Je suppose que, comme moi, vous vous êtes fait embêter par le démarchage téléphonique et on vous appelle à longueur de journée. Théoriquement, en tout cas, c'est interdit. J'ai reçu un appel de démarchage téléphonique avec un numéro en 06, ce qui est illégal. Les sanctions, elles peuvent être pour une personne physique, c'est une amende de 75 000 €, créer de la confiance, etc. Et derrière, il peut y avoir des conséquences terribles pour les gens. Bonjour, Delphine Batho. Vous êtes députée de la 2e circonscription des Deux-Sèvres. C'est ça. Et également au sein du groupe écologiste et social. Donc, bienvenue. On vous invite, puisque vous portez un sujet à l'Assemblée nationale depuis des années, j'ai l'impression, ça fait 7 longtemps. 7 ans. J'ai dit 5 tout à l'heure. 7. Super. Bon, alors 7 ans, c'est un long projet et on va en parler. Alors, je suppose que, comme moi, vous vous êtes fait embêter par le démarchage téléphonique et on vous appelle à longueur de journée. Toi, Nico, je sais pas si ça t'arrive. Ouais, entre le démarchage téléphonique, les arnaques, tous les appels, c'est de plus en plus embêtant. Ouais. Ah ouais, vraiment, c'est un truc de fou, on se fait harceler. Et vous, Delphine Batho, vous avez porté un amendement pour lutter contre ce démarchage. Donc, comment vous vous êtes dit, c'est sorti d'où cette idée ? C'est une très bonne idée, mais d'où elle est sortie et à quel moment vous vous êtes dit là C'est une idée qui vient du terrain. Ouais. Donc ça fait effectivement des années que dans les Deux-Sèvres, donc il y a énormément de personnes qui m'ont interpellée sur le problème du démarchage téléphonique. Une fois, j'avais fait une réunion publique pour en parler avec le président à l'époque de l'UFC Que Choisir, donc l'association de consommateurs. Et en fait, la salle était trop petite. C'est-à-dire que, vous voyez, une salle dans une commune des Deux-Sèvres, salle des fêtes, noire de monde. Ouais. Et à l'époque, je recevais déjà beaucoup de témoignages sur... Je me suis inscrit sur Blocktel, qui est le dispositif censé faire que si vous mettez votre numéro de téléphone sur Blocktel, normalement... vous ne pouvez plus être démarché. Et en fait, ça n'a jamais fonctionné. Et alors donc, pourquoi ça n'a pas fonctionné ? C'est ça, parce que j'ai vu que vous disiez sur des interviews, ça n'a jamais fonctionné. Mais parce qu'il y a très peu d'entreprises qui ont joué le jeu de s'inscrire sur Blocktel, de prendre les fichiers de Blocktel et d'enlever les numéros de téléphone. Donc non, ça n'a jamais fonctionné. Donc en fait, ce qu'on propose depuis 7 ans, c'est d'inverser la logique. Donc, la logique de la loi actuelle, c'est de dire le démarchage est autorisé, sauf si vous mettez votre numéro de téléphone sur Blocktel, et sauf aussi dans certains domaines, peut-être on y reviendra, mais sur la rénovation énergétique, sur le compte personnel de formation, sur les trucs d'assurance, là où il y a eu tellement d'arnaques, en fait, que ça a été moyennement. La rénovation énergétique, je ne sais pas si on a bloqué. Voilà. Vous voulez dire les panneaux solaires, les pompes à chaleur. On va y revenir, mais théoriquement, en tout cas, c'est interdit. Les gens ne le savent pas, mais c'est interdit. Et là, donc, la logique est inverse, c'est de dire le démarchage téléphonique est interdit, sauf si la personne, de façon volontaire, a donné son consentement, c'est-à-dire a dit « moi, je suis d'accord pour recevoir du démarchage téléphonique commercial ». Et ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque je suppose que le but, c'est que les gens ne donnent pas leur consentement, sauf aux entreprises qu'ils autorisent à les appeler. Mais le truc, c'est que je me demandais comment on s'assure que ces entreprises respectent le consentement et à quel moment le consommateur donne son consentement. Alors, à quel moment et sous quelle modalité on pourrait donner notre consentement pour les rares personnes qui souhaiteraient donner leur consentement. Ça, ce sera ce que prévoit le texte, c'est que ce sera dans un décret qui dira comment on fait, etc. On pourra s'inscrire en fait sur une liste comparable à Blocktel, sauf que ce sera dans le sens inverse en fait. J'accepte de souscrire. Le but, pour être clair, le but c'est que ce soit pas un truc, vous savez, en rikiki. Au fin fond des conditions générales d'utilisation, vous êtes obligé de dire oui pour avoir accès à un... Donc, le texte prévoit que c'est interdit d'être dans ce type de mécanisme d'obligation. C'est-à-dire, je sais pas, moi, je vous vends, je sais pas, moi, une boisson que si vous me signez la clause de consentement au démarchage téléphonique, ça, ce sera complètement interdit. Ce serait un peu comme quand on accepte une newsletter, par exemple. Ben, en fait... Merci de cette question, parce que le paradoxe des règles actuelles, c'est que le RGPD, le Règlement général de la protection des données,
s'applique aux mails, aux SMS, etc. Il s'applique théoriquement au numéro de téléphone portable, mais c'est pas le cadre juridique actuel. Donc en fait, aujourd'hui, le cadre juridique, c'est qu'on est censé ne pas pouvoir utiliser votre adresse mail, votre adresse IP, etc., sans votre consentement pour votre numéro de téléphone, alors que c'est beaucoup plus intrusif. Moi, quand même, il faut comprendre la gravité du problème. Outre que c'est horripilant, enquiquinant, etc., on a, par exemple, des personnes âgées isolées dans un territoire rural qui ont débranché le téléphone, qui ne sont plus joignables pour leur famille, pour l'infirmière, pour le médecin, pour l'aide à domicile, tellement, en fait, ça sonne toute la journée. Vous pouvez même mettre chez vous un numéro en 09 là, lié à votre forfait, dont personne n'a le numéro. Il va sonner 15 fois par jour que de démarchage téléphonique. Il y a des gens qui m'ont raconté qu'ils ont eu des appels à 22h le soir, le dimanche, etc. Et donc, c'est une pollution qui est devenue insupportable et qui est extrêmement intrusive quand on est à la maison, que c'est le week-end. Voilà, c'est plus possible. Alors moi, je me fais un peu l'avocat du diable parce que... Il en faut. On est plus de 97% pour. Hein. D'ailleurs, je me demande qui sont ceux qui sont en contre. Alors, moi, un de mes premiers jobs, c'était de passer des appels pour vendre des trucs. Et c'est un marché de l'emploi qui est énorme. Et est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'emplois en jeu, quoi? Alors... Et souvent très précaires, qui sont... très facile. Oui, on n'a pas besoin de formation. La formation est très rapide. Et... Alors, je me rappelle, dans ces centres d'appel, justement, il y avait beaucoup de personnes qui, justement, ont souvent galéré plusieurs mois sans emploi. Ma logique, c'est de dire que tous ces emplois, aujourd'hui, on pourrait les redéployer dans l'humanisation de la relation client qu'ont un certain nombre d'entreprises avec les gens. Malgré l'émergence de l'intelligence artificielle. Non, mais franchement, vous avez besoin d'un truc, vous appelez, c'est faites le 1, faites le 2, faites le 3, ensuite vous devez énoncer votre truc. Ouais. Si vous le prononcez mal, ça marche pas. Moi, j'aimerais bien des fois avoir un humain en fait au téléphone. Tout de suite, un humain de façon très efficace. Je suis pas contre les emplois dans les services de relations clients des entreprises. Par ailleurs, nous interdisons le démarchage téléphonique, sauf pour les contrats en cours. Donc concrètement, chez Orange, si on est client, par exemple concrètement, vous avez un abonnement EDF et EDF veut vous joindre pour vous dire que, à son avis, il faudrait revoir votre mensualisation parce que vous avez trop consommé. Bon, il n'y a aucun problème en fait, c'est pas ça qu'on vise. Pareil pour votre mutuelle, etc., etc. Voilà, donc à mon sens, c'est l'argument qui bloque en fait depuis des années. C'est un argument social. C'est pas un argument social, c'est un argument dans lequel il y a des intérêts économiques. Je pense qu'en termes, par ailleurs, de travail, on peut aspirer à un travail moins précaire. C'est clairement un travail qui est pas marrant du tout. Voilà, un travail moins précaire par la technologie et par qui est menacé par l'intelligence artificielle. Et de toute façon, ensuite. Le principe que ce soit interdit, il est très important parce qu'aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des règles différentes, si c'est du démarchage sur la rénovation énergétique ou pas, etc. Les gens ne connaissent pas les règles. Et en fait, parmi les appels de démarchage téléphonique, il y a des gens qui font ça aujourd'hui légalement, mais il y a aussi un paquet d'arnaques. Et oui. Et de choses complètement illégales. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'ai reçu un appel de démarchage téléphonique avec un numéro en 06, ce qui est illégal, pour de la rénovation énergétique, ce qui est illégal. Bon. Il n'est pas tombé sur la bonne personne, celui-ci. Non, mais je pense qu'on l'a tous eu. On l'a tous eu. Et donc, le fait de dire c'est interdit, c'est aussi ça va pas supprimer les arnaques. Ça va pas les supprimer. Voilà, qu'on soit clair, ça va pas supprimer les arnaques. Donc on va recevoir que des appels d'arnaque. Ça permet de faire, que les gens sachent que s'ils reçoivent un appel de démarchage téléphonique, c'est illégal et c'est potentiellement une arnaque et c'est une fraude et donc il faut la dénoncer et c'est pas la peine ni de répondre ni d'entretenir la conversation. Et bien justement, donc les arnaques, ces gens ont nos numéros. Il y a du démarchage téléphonique, ils ont nos numéros. C'est pas parce que je me disais, et quand cette loi va passer, là ça y est, ils n'auront plus le droit. Qu'est-ce qui va les empêcher de nous appeler ?
quelles seront les sanctions, quels seront les contrôles? Les sanctions, elles peuvent être très, très, très élevées. Ouais. Donc, en fait, pour une personne physique, c'est une amende de 75 000 euros. Ouais, quand même. Pour une personne morale, actuellement, c'est 375 000 euros. Et en fait, si on est dans des logiques d'arnaque, etc., ça peut aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Donc, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est les effectifs de la DGCCRF, donc la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, pour pouvoir mener toutes les procédures. Ce qu'on observe quand même, c'est que les pays qui sont passés à la règle inverse de la règle française actuelle, donc qui sont passés à la règle de l'opt-in, ouais. Et donc autoriser le consentement, c'est ça. Il y a beaucoup moins de réclamations qu'en France. Ouais. Voilà. Et ça fonctionnera comment? C'est les consommateurs, s'ils sont appelés, s'ils pensent avoir été démarchés illégalement, qui ont une plateforme ils le signalent. Comme ça. Ça existe déjà, hein. Oui, aujourd'hui, vous pouvez... Voilà, sauf qu'aujourd'hui, il y a différents endroits où signaler selon le cas de figure dans lequel vous êtes. On peut avoir le doute sur la légalité ou non de la manœuvre. Là, demain, ça sera vraiment illégal. Oui. Alors du coup, ça pose des questions. Est-ce que c'est un challenge, puisque ça va demander des défis, notamment humains, parce qu'il va falloir des personnes, je suppose, pour s'occuper de traiter ces signalements. Enfin, il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a un défi humain, financier. Est-ce qu'il y a un dispositif à mettre en place? Il y a un défi humain depuis des années qui sont les effectifs de la DGCCRF. Mais dans ce domaine-là, comme dans d'autres, oui, bien sûr, c'est-à-dire toutes les arnaques, tous les démarchages abusifs, parce qu'il y a le démarchage téléphonique, mais il y a aussi le démarchage à domicile, qui peut être problématique dans un certain nombre de cas. Donc oui, il y a clairement un sujet de moyens humains pour faire respecter cette loi-là quand elle sera définitivement adoptée, mais comme d'autres lois. Et est-ce qu'il y a des secteurs qui vont avoir des exceptions? Alors on parlait des personnes avec qui on avait des contrats, mais je pense par exemple aux associations caritatives, des choses comme ça qui pourraient vous démarcher. Est-ce que c'est des secteurs? C'est pas un démarchage commercial. Les sondages aussi. C'est pas du démarchage commercial. Donc il faut pas confondre en fait ce qu'est la pression qui est mise aujourd'hui sur des appels intrusifs qui visent à vendre des choses aux gens et ce qui peuvent être des procédures plutôt de l'ordre de l'enquête qui n'ont pas en tant que tel un but lucratif dans le sens où ce n'est pas de l'argent qui est demandé à la personne qui est appelée. Et je sais pas vous, mais je sais pas si on reçoit des appels téléphoniques. Moi, j'ai jamais été sondée. Médiamétrie? Jamais été sondée non plus. Jamais été sondée. Moi non plus. J'ai toujours demandé qui étaient les personnes qui répondaient. Ulrich. Je ne réponds pas. Généralement, je leur dis que je suis occupé. Il y a de plus en plus de sondages qui se font en ligne, en fait. Ça se fait de moins en moins au téléphone. Juste pour être clair sur le processus de consentement. C'est-à-dire qu'il y aura, par exemple, on s'inscrit sur un site pour créer un compte client, il y aura une nouvelle case pour dire « j'autorise le démarchage téléphonique ». C'est-à-dire que ça ne sera pas une case qui permettra d'englober plein de choses dont le démarchage. Non. Sera une case. C'est l'enjeu du contenu du décret, c'est que ce soit une démarche spécifique. Voilà. Et personnellement, je suis opposée à ce qu'elle soit même dans les clauses contractuelles de n'importe quelle... c'est vraiment quelque chose à part. Que ce soit une démarche à part. Et ça fonctionne pour tous les démarchages, d'où qu'ils viennent, du monde entier, quoi. Oui, c'est la loi. D'accord. Sur le territoire de la République. Eh ben, c'est quand même intéressant. Et moi, je me demande, du coup, est-ce que cette mesure, vous pensez, alors vous avez commencé à donner une réponse tout à l'heure, elle va suffire à réduire, justement, les arnaques, etc. Elle doit permettre de réduire le volume. Ouais. Elle supprimera pas le problème des arnaques, mais elle va les rendre plus difficiles. Et ça dépend aussi du fait qu'il y ait une campagne de communication pour dire à toutes et tous, c'est interdit. Donc quand vous recevez un appel d'un numéro que vous ne connaissez pas, ou tout de suite on vous dit je veux vous vendre ceci ou cela, c'est niette, vous raccrochez et vous pouvez signaler le numéro de téléphone. Et oui, Ulrich? Non, je disais que pour les gens qui ne veulent pas attendre que tout soit voté et mis en place, il y a quand même des alternatives aujourd'hui. C'est vrai. Moi, celle que j'utilise, c'est Orange Téléphone. Moi aussi. C'est un acteur semi-privé, semi-public qui propose ça. Et en fait, c'est une application que tout le monde peut installer, quel que soit son opérateur. Elle est gratuite. Donc, elle demande une configuration qui dure 5 minutes parce qu'il y a toute une liste à télécharger, mettre en place. Et on peut signaler des numéros de téléphone qui ne sont pas automatiquement identifiés. Donc, dès qu'il y a un 06, souvent, c'est des numéros qui sont piratés
de téléphones Android ou autres qui sont mal sécurisés, et ben on peut les signaler sur l'app et on peut même décider que l'app bloque, pas seulement signale, mais bloque tous les appels. D'accord, ok. Donc on n'a même pas les appels qui s'affichent, quoi. Donc à tester cette application pour ceux qui l'ont pas. Orange Téléphone, il y a Truecaller. Et en fait, il y a 3-4 applications similaires, mais Orange Téléphone est la plus simple. Ok, d'accord. Bon, bah, à savoir. C'est un anti-spam. Ouais. Et c'est vraiment pas mal. Ouais, ça marche bien. Voilà. Je veux pas faire la promo. Non, ça marche très bien. C'est gratuit. Tout à l'heure, on a reçu un appel en live et il y avait écrit démarchage téléphonique. Ouais. Donc là, la personne, c'était Cassim, avait autorisé l'appel, mais elle était quand même au courant. Oui, c'est ça. L'autre question que je me posais, c'est est-ce que quand on travaille sur ce genre d'amendement, on se pose la question quelles vont être les stratégies de ces démarcheurs commerciaux pour contourner la loi? Est-ce que vous avez envisagé tout ça? Déjà, on se pose la question de quelle va être leur stratégie pour empêcher l'adoption de la loi. Oui, parce que si je me trompe pas... J'ai dit tout à l'heure que c'était un combat de 7 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins 3 ou 4 lois portant sur le démarchage téléphonique qui ont été discutées à l'Assemblée nationale depuis 7 ans où cet amendement n'a pas été adopté. Pour quelle raison ? Parce qu'il y avait une logique de on va encadrer, il y avait la question des centres d'appel, hein, très, très clairement, qui était derrière. Mais on va l'interdire, par exemple, que pour la rénovation énergétique et les énergies renouvelables. Ensuite, quand il y a eu le problème de toutes les arnaques au compte personnel de formation, on va l'interdire pour le compte de personnel de formation. Ensuite, quand il y a eu une vague d'arnaques et de démarchage téléphonique pour l'assurance, on l'a interdit dans le code des assurances, donc encore dans un autre texte, pour les assurances. Donc il y avait une sorte de logique empirique de sédimentation où on était en train de faire la liste à la Prévert, et en fait, chaque fois qu'on l'interdit dans un domaine, ça se redéploie. Donc, par exemple, actuellement, la mode, c'est, parce qu'il y a une logique de mode, c'est les appels pour l'adaptation du logement au grand âge et à la perte d'autonomie. Donc là, il y avait à nouveau une mesure pour l'interdire pour ces besoins-là. Bon, donc ça va pas. Et autant de mesures qui sortent égale autant de sites web pour signaler, je suppose, à chaque fois, ou c'était unifié quand même? Non, c'est relativement unifié. Okay. Parce que c'est soit en fait auprès de Blocktel, pour ceux qui s'étaient mis sur Blocktel et qui sont malgré tout contactés, soit auprès de la DGCCRF, un mécanisme de signalement, soit auprès de la CNIL. Parce qu'il y a aussi une utilisation des données qui n'est pas normale. Là, si je ne me trompe pas, c'est un dossier qu'on a pas mal couvert sur Numérama, le média dans lequel je suis. De base, la loi portait uniquement sur les personnes âgées. C'est votre amendement qui l'a étendu à l'ensemble de la population. Alors, si on veut être complet... Alors en fait, nous sommes dans une situation où l'Assemblée nationale, elle a voté donc l'interdiction du démarchage téléphonique avec la règle du consentement dans un texte qui était un texte sur les fraudes de façon plus générale, toutes les arnaques, etc. Et le Sénat a aussi voté de son côté la même disposition dans un texte qui porte que sur le démarchage téléphonique. Et il faut maintenant que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord. Et a priori, dans le calendrier, le premier texte qui pourrait être adopté de façon définitive, c'est le texte du Sénat, qui vient à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 6 mars prochain. Voilà. Okay. Donc c'est un peu compliqué. Et pour reprendre le plus complet et le meilleur selon vous ? Le plus complet, c'est le texte du Sénat. Okay. Alors, les deux sont complets, mais pas sur la même chose. C'est-à-dire, le texte de l'Assemblée nationale, il aborde toutes les problématiques d'arnaque et de fraude, pas que dans le domaine du démarchage. Okay. Donc on a besoin de ce texte. Le texte du Sénat, il porte que sur le démarchage téléphonique. Et non seulement il met en place la règle de l'interdiction sauf consentement, mais par exemple, il durcit aussi les sanctions. Il va plus loin sur la question des anti-spam en autorisant plus les anti-spam. Voilà, donc il est plus complet sur le sujet du démarchage téléphonique. Et ce qui est... alors surtout dans le contexte de l'image que donne actuellement le Parlement, c'est que au Sénat ça a été adopté à l'unanimité et que c'est assez transpartisan en fait comme sujet. Voilà, j'ai vu d'ailleurs le rare. sondage qui a montré 97% de Français OK. Ouais, c'est rare d'avoir des... Et donc là, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si ça va arriver, la question est de savoir quand. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun risque que le Sénat ou qu'un organisme invalide cette proposition. Moi, vous faites attention, on ne sait jamais.
Donc là, ça serait pour quand, généralement? C'est quoi l'agenda idéal? Alors, ça fait partie du débat qu'il faut régler, puisque moi, je souhaiterais que ça s'applique dès que la loi est promulguée et que le texte du Sénat renvoyait à 2026 l'application. Pour des raisons aussi de délai, de mise en œuvre, etc., par rapport justement à la définition de comment est-ce que les gens pourraient donner leur consentement, etc. Il faut synchro, quoi, hein, c'est normal. Ouais. Il y a encore un peu de travail, du coup. Il y a encore du travail. Bon, d'accord. Alors, je propose qu'on passe aux questions du chat, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de questions durant il y a beaucoup de commentaires. Interview. Il y a beaucoup de commentaires qui commentent. On commence avec la première question. Alors, il y en a une qui m'a intéressé, c'est celle de Alexis, qui nous dit « Bonsoir, Madame Bateau. Alexis de Lyon, pourquoi s'occuper de ce fléau que maintenant? Je trouve la réactivité mollassonne. » Vous avez raison, ça fait 7 ans, moi, que je suis dessus. Totalement raison. Et donc, comment ça se fait? C'est vrai que ça fait 7 ans que vous proposez quelque chose de similaire. Comment ça s'est goupillé pour prendre autant de temps? Alors que je propose ça à l'Assemblée nationale, il y a eu des pétitions nationales pour ce sujet. Donc, non, c'est beaucoup trop long et ça fait effectivement des années que ça dure. Il y a eu est-ce que j'entendais par ma question, est-ce qu'il y a eu des ennemis à cette oui, il y a eu du lobbying, j'imagine. Ouais. Et ça s'est manifesté sous quelle forme, ça? Un blocage, en fait, des majorités parlementaires successives, parce qu'en plus intéressant, c'est qu'elles ont changé entre-temps, mais il y avait une constante qui était de dire non à ce mécanisme d'interdiction sauf consentement. Et de défendre le régime actuel en disant on va le faire mieux respecter, on va mieux chasser les numéros qui trichent sur leurs identifiants, on va mettre en place tel ou tel filtre technique. Et ce qui change aujourd'hui et ce qui fait que ça a été voté par 2 fois, donc au Sénat ou à l'Assemblée à l'unanimité, c'est que tout le monde finit par faire le constat que ce qui a été mis en place, ça marche pas. Alors, une autre question qui est intéressante, c'est pourquoi on n'emploie pas l'IA? Alors, je pense que c'est l'intelligence artificielle pour lutter contre le démarchage téléphonique. Pour la détection, Oui, je sais pas si l'IA est capable de faire ça. C'est qu'aux États-Unis, Google propose ça. C'est-à-dire qu'on peut laisser l'IA décrocher le téléphone. Oui. Pour pouvoir ensuite prendre l'appel si vraiment on a besoin de le prendre. Mais ça revient à des fonctions comparables à l'anti-spam. C'est-à-dire que tu ne vas pas interdire, tu vas faire de la prévention. Ça crée un écart entre les gens qui ont un téléphone récent qui peuvent le faire et ceux qui n'ont jamais. Et la loi va plus loin. Mais en fait, derrière cette question-là, il y a aussi est-ce qu'on répond ou pas aux appels entrants d'un numéro qu'on ne connaît pas. Eh oui, j'ai vu des messages passer là-dessus. Hein. C'est toujours la question? La plupart des gens normaux, oui, en fait, ça peut être agréable d'être contacté par quelqu'un dont on avait perdu le numéro. Donc, je sais pas s'il y a des capacités de l'IA en matière de filtre anti-pollution contre le démarchage téléphonique. C'est mieux d'inverser effectivement la défense. Ouais. Pachas qui nous dit « Ça fait 10 ans que mon téléphone fixe et ma box sont rangés dans mon placard à cause du démarchage. » C'est vrai. Donc ça, c'est un vrai truc que vous avez pu constater dans votre circonscription. C'est vrai. Et moi, j'ai 1/3 des habitants des Deux-Sèvres qui ne font pas leur déclaration d'impôt sur Internet. C'est-à-dire que j'ai une partie de la population importante qui n'est pas au smartphone, qui est avec un téléphone fixe ou avec des téléphones portables à touche classique, sans Internet dessus, etc. Et donc oui, c'est une... Il y a un effet en fait justement en enlevant le téléphone fixe ou alors en mettant tout le temps sur répondeur, etc. Il y a un effet d'isolement social et qui peut même avoir des conséquences en matière, je le disais, de santé, de sécurité, etc. pour des personnes âgées. Donc oui, il y a surtout sur les arnaques du coup, c'est ça hein? Oui, parce que on peut avoir aussi par exemple des personnes isolées. Les arnaqueurs, ils vont hyper bien s'y prendre. Hein. Oui. Ils vont faire croire qu'ils sont de la banque ou de je ne sais quelle administration, etc. Ils tombent sur une personne qui va être isolée, donc qui va avoir le temps d'entrer dans une conversation longue. Il y a une espèce de l'arnaqueur, il va très bien savoir faire pour créer de la confiance, etc. Et derrière, il peut y avoir des conséquences terribles pour les gens.
Mais clairement. Mais par contre, c'est ça que je me disais, les arnaqueurs maintenant, ils tentent de passer par SMS aussi pas mal. Oui, il y a plein d'arnaques au SMS. Donc ça, il y aura peut-être notamment après ça. Si Amélie de la Sécu vous envoie un SMS, c'est faux en fait. Ah oui, faut Amélie, faire attention à ça. N'envoie pas de SMS. Voilà, la Sécu ne vous demandera jamais votre numéro de carte bleue. Donc ça, c'est. Donc je sais pas, vous avez dû voir les banques maintenant, elles mettent plein d'avertissements, on vous demandera jamais votre code, etc. Globalement, voilà, si on vous demande une carte bleue, un code, ne donnez rien. C'est vrai que c'est pas les gens qui nous regardent qui sont souvent, eux ils sont sensibilisés, mais c'est souvent les proches quoi. Les grands-parents, les parents aussi. Alors, il y a une longue question que je vais afficher. Je vais la lire parce que elle est intéressante. C'est Hirachi qui nous dit « Le service Blocktel censé protéger les citoyens contre le démarchage téléphonique est sous-traité à Oppostel, une entreprise dirigée par des acteurs du secteur du démarchage. De plus, de nombreux inscrits constatent une augmentation des appels indésirables après inscription. Comment expliquez-vous cette situation et quelles mesures comptez-vous prendre pour garantir une réelle protection des consommateurs ?» C'est la suppression de Blocktel. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc Blocktel n'existe plus. Ah, Blocktel est supprimé par la loi. Ah oui. Oui. D'accord. Et en même temps, logique, tu n'as plus besoin d'une plateforme pour dire je ne veux pas être démarché. Et donc le débat qu'on a, qui est le débat d'entrée en vigueur, c'est est-ce qu'on le supprime tout de suite ou est-ce qu'il est supprimé à la fin du contrat en cours entre l'État et ce prestataire. C'est ça. Le contrat termine quand ? Il prend fin le 11 août 2026. 2026, ok. Ça laisserait quelques mois de cohabitation. D'accord, donc c'est un vrai enjeu ça, parce que du coup c'est une entreprise, je suppose, ce sous-traitant. Oui, à laquelle on a délégué une mission de service public. Oui. Ok, bon bah écoutez, on verra hein, si ça va, comment ça va avancer. C'est quoi je me demandais la date idéale, là, dans 6 mois ça pourrait être passé en vigueur cette loi ou plutôt dans 1 an, 2026 ah non, vous avez dit moi Parce qu'à 7 ans on n'est plus à 1 an. si, on est 1 an près. Non, moi j'aimerais que ce soit dès cet été. Après, ça c'est ma position personnelle, ce n'est pas celle du texte qui est sur un délai d'1 an, effectivement. Effectivement. Et qui est lié à cette histoire de Blocktel. Eh oui. Voilà, et la remarque qui est faite est très pertinente. Eh ben très bien. Écoutez, merci Delphine Batho d'avoir été présente sur ce plateau. C'était super intéressant. Et bonne continuation à vous. Ben, merci. C'est la première fois qu'on recevait une invitée ça, c'est chouette. députée. Donc nous, ça nous fait plaisir aussi de pouvoir parler avec les personnes qui proposent des choses. Et c'est typiquement dans nos sujets. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup.